Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans ce nouveau format sur la chaîne, Protocole. Protocole, qu'est-ce que c'est? C'est un podcast où je vais interviewer plein de profils créatifs, notamment du milieu de l'audiovisuel, mais pas que, parce que la créativité, ça se limite pas qu'à ce milieu-là. Donc je ne mets pas vraiment de limite sur le choix du sujet. Et pourquoi Protocole? Parce que j'ai envie justement que chaque invité vienne nous parler de son parcours, de ses réussites, de ses échecs et des différentes étapes de son projet. C'est ça le protocole. Pour ce premier épisode, je vous présente Anastasia Polak, billet pour deux sur Instagram, qui travaille en tant qu'assistante réal, photographe, mais aussi réalisatrice. Aujourd'hui, elle est venue nous parler de son parcours, de ses débuts dans l'audiovisuel et de tous ses différents projets. Voilà, je vous laisse avec ce premier épisode de Protocole. You know the protocol? You know the protocol. You know the protocol. Vous êtes renseigné sur le protocole. Compartmentalization is the protocol. It's just the protocol. I know the protocol. I know the protocol. I know the protocol. Salut Anastasia, comment tu vas? Bah bien et toi? Ça va, nickel. Du coup, comme j'ai dit, tu es photographe et réalisatrice. Est-ce que ça te dirait de te présenter un peu plus en détail pour que les gens comprennent un peu plus qui tu es et ce que tu fais? Ouais, bah alors en fait c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que je suis pas seulement photographe et réal, et je fais surtout de la production et de l'assistanat réal. Ok. Donc je fais beaucoup de photos dans la musique et dans l'audiovisuel. J'ai plusieurs casquettes et j'ai été formée à la prod, donc vraiment l'organisation d'un tournage de la pré-prod à la post-prod, donc tout ce qui est budget, trouver les équipes, défendre des intérêts, on va dire, artistiques globaux. Et As-Réal, où là, tu es plutôt un ou une technicienne sur un tournage et tu gères vraiment les équipes, le plan de travail, tu assistes le réal pour que vraiment, de A à Z, tout soit carré, tout soit bien fait, même dans la mise en scène. Donc c'est vraiment plusieurs métiers différents à côté de la réal et de la photo. Ok, bon, je pense qu'on aura le temps de revenir un peu plus en détail sur Ouais. toutes tes activités et plein de les projets que tu as pu faire. Mm. J'aimerais bien qu'on commence par un peu comprendre comment tu t'es lancé là-dedans, ton parcours un petit peu, comment t'es rentré dans le monde de l'audiovisuel. Il me semble que c'est par la photo en premier. Mais en fait, la façon dont j'ai commencé, ça a vraiment rien à voir. C'est que de base, moi, j'ai fait une formation en sciences politiques Ok. et je me suis réorientée dans l'audiovisuel avec une casquette, entre guillemets, de chef de projet. Parce que voilà, quand on sort de Sciences Po et qu'on veut taffer dans l'audiovisuel, ben, les seuls postes qu'on peut, entre guillemets, pourvoir, c'est le poste de prod, qui est du coup un poste que j'ai beaucoup fait pendant 3 ans, qui est super formateur parce que du coup, voilà, tout de suite, l'employeur se dit qu'on est quelqu'un de super carré, super organisé, ce qui n'est pas 100% faux. Donc du coup, j'ai commencé à faire mes premiers tournages comme ça, en tant que chef de projet, prod et un peu assistante réal dans des agences de pub. Et à côté de ça, j'ai commencé, vu que j'étais à Paris, que ça faisait longtemps que je voulais faire de la photo de façon un peu plus professionnelle. Parallèlement à ça, j'ai commencé à postuler dans des médias de rap pour faire de la photo, notamment de la photo de concert. Ok. T'as pas vraiment de formation académique dans l'audiovisuel, etc. Non. Donc t'es plutôt rentré sur le côté ouais, prod et pas vraiment le côté artistique et technique directement, Ouais. quoi. Non, j'ai aucune formation et c'est un gros regret. Mais plus j'en parle à des copains qui ont pu faire soit des écoles de cinéma, soit des écoles photo, soit des BTS, j'ai l'impression, entre guillemets, d'avoir rien manqué, mais c'est quand même plus cool de rentrer dans un milieu avec plein de gens qui font la même chose que toi, tu as tout de suite un entourage. Moi, ça a été le plus dur, je pense, ces 3 dernières années, ça a été de trouver des gens avec qui bosser, ou ne serait-ce que rencontrer des gens qui étaient dans la même vibe que moi, parce que je pense que mon entourage professionnel n'est clairement pas fini, il est clairement pas figé, mais c'était dur à trouver au début. Mais du coup, le fait d'être rentré un peu dans le domaine par cette porte-là, est-ce que ça t'a permis d'accéder directement à des postes et à des boîtes assez importantes, d'entrer sur des projets un peu plus importants? Parce que c'est vrai que c'est un domaine où des fois on commence surtout de son côté à faire des petits projets, etc. Mais du coup, si toi t'es rentré plutôt du côté prod, j'imagine que tu as directement bossé pour des un peu plus grosses boîtes Ouais. de presta ou des choses comme ça. Ouais, non, c'est vrai que ça a été une chance et que ça a été super formateur. J'ai commencé à faire mon stage de fin d'études dans une agence de pub avec des gros budgets. Et tu sais, c'est le genre d'agence qui prend des stagiaires, des alternants et qui clairement vise sur leur gueule, où en fait, ils te donnent énormément de responsabilités. T'es stagiaire, t'es payé comme un stagiaire, mais en fait, tu fais autant que la personne qui est junior dans l'entreprise et qui est en CDI. Ouais, je pense que ça, tout le monde l'a un peu vécu dans Ouais, ton ouais. sens, dans ce genre de domaine. C'est Ouais, vrai que... mais en vrai, surtout dans l'audiovisuel, il y a vraiment un turnover des alternants et des stagiaires. Et du coup, j'ai fait rapidement des gros projets où j'avais des budgets qui pouvaient être de 10 à 30K à gérer toute seule, alors que j'étais que stagiaire. Ok. Ah ouais. Donc, formateur de ouf. Par contre, c'était un peu compliqué au début parce que c'est le genre d'agence de pub un peu start-up
qui font un espèce d'amalgame entre justement producteur et as-réal. Du coup, ils appellent ça chef de projet. Du coup, c'était mon poste. Et du coup, j'étais à la fois productrice, à la fois as-réal sur le tournage et à la fois même régisseuse parfois. Ok, ouais, donc c'est hyper formateur. Mais... Ils t'ont donné plusieurs casquettes et c'est Ouais. ça aussi qui t'a permis un peu de rentrer du côté plus artistique et réel, quoi, du coup. Ouais. Et non, le côté réel, je l'ai nourri de mon côté. Ok, d'accord. Le côté réel et photo, c'était vraiment... En fait, c'est assez particulier, mais disons qu'avec Sciences Po, je me suis réorientée dans l'audiovisuel comme prod. Et après, sur mon temps libre, et c'est vrai que pendant 2 ans, j'ai frôlé plusieurs fois le burn-out, mais c'est vrai que j'avais du coup mon stage et des CDI derrière en prod. Mais à côté, le soir et les week-ends, en fait, je faisais de la photo et des clips. Ok. Et ça, c'était... Du coup, il y avait un peu la pub et le cinéma le jour, et entre guillemets, le rap et la musique la nuit et les week-ends, quoi. Donc le côté professionnel avec la prod pour des grosses entreprises, etc. Ouais. Et de ton côté, tes projets perso, clips et photos perso. C'est ça. Et même clips as-réal, surtout, j'ai commencé à faire beaucoup de clips en tant qu'as-réal. En fait, réaliser des clips, j'en ai fait surtout des très beaux, donc je suis très fière cette année. Mais pendant 2 ans, j'en ai fait vraiment, c'était un peu street clip, c'est pas les clips dont je suis le plus fière, mais c'était clairement formateur. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on débute, quoi, c'est clair. C'est vrai que la plupart des clips que j'ai fait, j'étais as-réal surtout. Ok. Donc, Et donc j'imagine que c'est un peu à ce moment-là que tu as créé ton compte Instagram Billets pour deux, ou c'est arrivé plus tard Je l'ai créé quand j'étais encore à Sciences Po, parce que du coup, je savais que je voulais me réorienter. Il y a eu le Covid qui est passé par là, et j'ai eu une crise existentielle où je me suis dit, j'ai envie de changer de voie, de faire plus de photos. Donc j'ai créé mon compte en prévision du stage pour lequel j'allais postuler. D'accord. Donc je voulais montrer que j'avais un peu... Ouais, ça t'a permis d'avoir des choses à leur montrer quand t'as voulu postuler, Je sais etc. même pas si à l'époque, j'étais pas autant suivie. Je pense même pas qu'ils l'ont regardé. C'était surtout des photos de voyage, d'argentique. J'avais même pas encore de photos de concert à l'époque. Ok. Mon premier boîtier, je l'ai eu à 20 ans. Je faisais surtout des photos de voyage quand je suis partie en Erasmus à Istanbul. Enfin, genre, c'était vraiment juste ça. Et après, j'ai commencé en fait à faire de la photo de concert en ayant postulé au Cabaret Vert en tant que bénévole. C'est un festival à Charleville-Mézières qui est trop bien, qui mélange grave techno et rap. Et du coup, j'étais photographe là, pour eux. Et du coup, je me suis créé un petit book. Et c'était la première fois que je faisais de la photo digitale aussi, parce que de base, je faisais que de l'argentique. Et après, j'ai postulé à un média de rap, notamment La Room, un média vraiment axé New Gen. Du coup, avec ce book photo concert, et voilà. Et c'est là que ça a commencé à m'ouvrir des portes, que j'ai commencé à taffer, à faire des covers pour des artistes New Gen, que je me suis retrouvée sur notamment des tournages, mais plus côté clip. Ok. Alors que ma formation, c'était plus côté pub, en fait. Parce que du coup, t'es rentré un peu dans le monde du rap par tes projets perso. Et C'est ça. dans En fait, c'est les projets pro sur lesquels t'as pu bosser, en boîte de prod, etc., c'était plus axé quel type de contenu ? C'était plus pub. Pub. Ça pouvait Ok, être vraiment, pub... j'ai même fait de la pub télé. Ça pouvait être vraiment pub... vachement de pub digitale, de la pub télé, un peu de packshot, beaucoup de pub corporate, en vrai, honnêtement. Beaucoup de pub corporate, et j'en peux plus de la pub corpo, mais bon, au moins, ça paye, donc c'est important. Ouais. Et du coup, j'ai fait... Pendant 1 an et demi, j'ai été, entre guillemets, prod. Et après, je trouvais plus d'emploi. J'avais quitté une agence dans laquelle je me sentais pas bien. Et vu que je trouvais pas d'emploi, j'ai sauté sur un poste de post-productrice. Et je trouvais ça intéressant de faire cette typologie de projet. Donc, du coup, j'étais plus côté prod. Mais j'ai été pendant 1 an, et cette fois-ci en CDI. T'es à l'autre bout de la chaîne, quoi. Ouais, du coup, je gérais étalonneur, monteur, VFX artiste. Donc, c'était grave différent. Du coup, ça, c'est aussi des choses sur lesquelles tu t'es formé seul, du coup, j'imagine ? Bah, du coup, ouais. Ok. Bah, enfin, seul. Grâce à ces aux gens que tu as pu fréquenter. Finalement, oui. Grâce à mes boss, grâce même aux monteurs et aux étalonneurs avec qui j'ai bossé, qui m'ont grave appris. Enfin, finalement, c'est grave avec le contact humain, je crois qu'on apprend dans ce milieu. Ok. Et du coup, pour rester un peu sur cette période-là où tu as créé ton compte Instagram, qu'est-ce qui t'a poussé un peu à vouloir le développer, à plus partager tes projets ? Parce que c'est vrai que je pense qu'au début, c'est un premier pas assez dur à passer de vraiment s'exposer et montrer ses projets, au-delà de simplement ses photos perso, quoi, entre guillemets. Ouais, c'est vrai. Bah, pendant longtemps, j'avais un peu le syndrome, et j'ai encore plein de potos qui sont comme ça, et je trouve ça trop dommage, mais ce truc un peu perfectionniste où tu as envie de rien poster. Parce que tu te dis, c'est pas assez bien, ou mon feed n'est pas assez bien. Et en fait, les gens, ils s'en foutent. Ce qu'ils retiennent, c'est que tu es régulier, c'est que tu tombes qu'ils se rappellent que tu existes. En fait, le milieu de la musique, comme le milieu de l'audiovisuel, pour moi, c'est des milieux qui sont hyper proactifs. Et rapidement, les gens peuvent t'oublier, comme rapidement, ils peuvent se rappeler de toi. Et donc, le principal, c'est juste de rappeler aux gens que tu existes et que tu
que tu es actif, que Ouais. tu fais des choses. D'être actif, d'être régulier. Et du coup, publier, quelle que soit la qualité du contenu, tu vas forcément toucher Trouver des ton gens, audience. rappeler à des gens que tu existes. Et du coup, là, j'ai commencé un peu à débloquer ça. Et maintenant, je me pose plus de questions, je publie. Sauf quand des fois, je suis un peu anxieuse avec les réseaux sociaux, ça me fout parfois, même souvent le seum. Mais je me force à publier au moins une fois par semaine. Ok, super. Donc, je pense que les gens qui nous regardent cernent un peu plus qui tu es et ce que tu fais. Du coup, maintenant, j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans l'aspect artistique. Parce que tu nous as dit que tu as commencé surtout par de la prod et, entre guillemets, donc un peu éloigné de l'artistique et de la réal que tu peux faire maintenant. Bon, on va commencer plutôt simplement. Comment tu as eu l'envie de passer du côté plus artistique? En fait, c'est encore, entre guillemets, encore plus fou que ça, c'est que de base, ma crise existentielle pendant le Covid, elle m'a fait réaliser que je voulais faire de mon métier la photo et la réalisation. Donc en fait, entre guillemets, quand j'ai postulé à des agences de pub au début, c'était un peu par dépit de pas me sentir légitime en tant que réal et à me dire, j'ai envie d'observer d'abord sur les tournages, voir comment d'autres réals bossent, qu'est-ce que c'est qu'un tournage, parce que clairement, il y a 3 ans, je savais même pas ce que c'était un chef-op, je savais même pas ce que c'était un étalonneur, enfin des trucs vraiment basiques de ouf. Et du coup, j'ai fait un peu ces métiers par dépit, en me disant un jour je serai réal. Et là, en fait, plus le temps passe, plus je me prends vraiment de passion pour ces métiers-là, de prod et d'as réal. Et moins je l'ai fait par dépit, et moins j'ai absolument envie d'être réal. Enfin, oui, j'ai toujours envie de l'être, mais je me laisse porter. Là, j'ai fait 2 clips avec du bon budget cette année. Et c'est parce que ça m'est tombé dessus. En fait, je suis pas du tout allée chercher les clients, parce que finalement, je pense que la réal, j'ai envie de la nourrir. Comme tu dis, c'est de la créativité, c'est des métiers créatifs. J'ai pas envie de les épuiser. Ces métiers-là... peut-être après, au fond de moi, je suis frileuse et c'est une façon de ne pas avoir confiance en moi et de me lancer à 100%. Mais moi, j'ai envie d'évoluer doucement dans ces métiers-là et de me focus à fond dans l'assistanat réal et la prod parce que, en vrai, honnêtement, je kiffe ça. Ok, donc j'aimerais bien qu'on passe un petit peu maintenant plus dans le processus créatif. Donc, tu nous as dit que tu as réalisé 2 clips récemment pour des artistes. Déjà, est-ce que tu peux nous dire pour quels artistes tu as pu travailler? J'ai travaillé pour une artiste qui s'appelle Sheng et une autre artiste qui s'appelle Jade. En fait, les deux, elles sont signées en label et c'est clair que ça fait la différence sur des budgets de clips. Non pas que ce sont des budgets mirobolants, mais disons qu'au moins tout le monde est payé, on peut avoir des belles ambitions créatives et on a des journées de tournage qui sont vraiment enrichissantes. Mais ouais. Et donc, quand vous lancez un projet comme ça, c'est-à-dire que vous avez votre budget, etc., comment vous réfléchissez à la réal du clip? Comment vous trouvez les idées? Est-ce que c'est un dialogue avec l'artiste qui, en général, vient déjà avec ses idées? Est-ce que c'est plus de la discussion autour du son? Comment ça se passe? Ben, pendant longtemps, moi, je pensais trop que les réals, ils venaient avec leurs idées et ils les imposaient. Mais en fait, non, tu pars de fou des idées de l'artiste. Ça vient aussi grave d'un dialogue. C'est-à-dire que quand je vois ces 2 clips là dont j'ai parlé juste avant, que j'ai pu réaliser, en vrai, il y a plus de 50% de moi dans ce clip, mais le cœur du truc, enfin vraiment les premiers dialogues, les premières idées au cœur de tout ça, c'est vraiment les artistes. Et je me sens que mes premiers clips, il y a 3 ans, j'avais du mal à faire des compromis. Et ça, c'est vraiment un trait de baby réal, un peu immature, mais qui est hyper humain, mais t'as pas envie de faire de compromis, t'es là, t'as envie de faire tes plans, ton montage, ton étalo comme tu l'entends. Mais en fait, plus t'avances dans le milieu, plus tu te rends compte que, non, en fait, il y a plein de compromis, il y a plein d'histoires, on se rend pas compte, mais sur les 30aines de clips que j'ai pu faire en 3 ans, il y en a déjà 8 ou 9 qui ne sont jamais sortis, dont un pour Dinos. Enfin, en fait, on se rend pas compte, alors qu'il y a grave du budget qui sont mis dans ces clips, et après, derrière, ils se permettent de pas les sortir, tu vois. Donc, en fait, faut pas avoir d'attente dans ce milieu, faut juste se laisser porter, avoir un bon contact humain avec l'artiste, essayer de mettre sa patte, essayer de mettre ses idées, placer quand même ses billes. Mais moi, maintenant, on dirait un peu que je suis dépitée quand je le dis, mais moi, j'essaie de pas trop... de plus mettre autant d'attente et de cœur dans ça. En tout cas, à l'aborder avec plus de pragmatisme, parce que tu te rends compte d'expérience que c'est pas si facile que ça de faire un clip, et tout n'est pas acquis, quoi. C'est sûr que quand tu rentres dans des milieux pro comme ça, et que t'es plus juste à produire tes clips toi-même avec un artiste, par exemple, qui est de ton entourage ou quelque chose comme ça, j'imagine que la vision artistique, elle est moins... Enfin, t'as moins de liberté dans ce que tu veux faire, etc.
Même si peut-être Ouais. c'est compensé par des plus gros budgets qui te permettent de faire des plus belles choses. Ouais, non, c'est clair. Bah, en fait, c'est vrai que si t'as pas mal de liberté quand c'est des artistes indés, vraiment indés, où le clip il te paye 300 €. Oui, là, forcément, t'es grave libre parce que, encore heureux que tu sois libre, mais est-ce que t'es vraiment libre si tu peux pas payer tes potes, Ouais. être vraiment bien entouré, même pas acheter de la déco, même pas acheter de la régie? Enfin, pour moi, c'est pas vraiment ça la liberté. ça. Tu te retrouves avec un vieux Et street au clip. final, tu peux pas vraiment transmettre ta vision ou Mhm. trouver des trucs intéressants à raconter à travers le son ou des choses comme ça, quoi. De ouf. C'est dommage. De ouf, de ouf. Mais oui, mais même des clips à 70K, il y a du compromis, il y a des hauts et des bas, il y a des insights derrière ces tournages-là. Hein. Et donc, tu nous as dit qu'en 3 ans, tu as réalisé une trentaine de clips. Non, Ah, pardon. non, je ne les ai pas réalisés. Ah, enfin, tu as travaillé Oui, sur une. oui, oui. Excuse-moi, Non, t'inquiète. c'est T'inquiète. le mot plus simple qui m'est venu. Mais donc, tu as travaillé sur une trentaine de clips. Ouais. Et est-ce que tu arrives à te renouveler artistiquement ou est-ce que au bout d'un moment, tu arrives à saturation? Est-ce que tu arrives encore à trouver des nouvelles idées? Est-ce que vous arrivez encore à trouver de nouvelles idées, quoi? Bah en fait, sur la trentaine de clips, c'est pas du tout Ouais, les clips que j'ai réalisés. t'as pas toujours été. T'as pu être juste. Ouais, donc en fait, ta question, elle est plus sur les réals avec qui je bosse sur cette trentaine de Voilà, clips c'est ou ça. plus sur moi en tant que réal? Alors, on va plutôt se focaliser dans ce cas-là sur ce que toi, tu as pu réaliser en tant que réal. Ouais. Donc, je sais pas à quoi ça correspond dans cette trentaine sur lesquelles tu as pu bosser. Je les comptais même pas dedans, ok. mais D'accord. j'ai déjà bossé sur. J'ai déjà réalisé. Maintenant, je dois être à 7 ou 8 clips, peut-être 7. Mais en fait, au fond de moi, je considère que j'en ai réalisé que 2. Parce qu'il y en a que 2 pour lesquels il y avait du budget. On était une vraie équipe. C'était pas un truc schlag où on était que 3. Je suis quand même fière de ces vieux clips-là, mais enfin, pour moi, il y en a vraiment que 2 qui ont été faits justement avec une boîte de prod. Parce que pour moi, un vrai clip, il faut être accompagné d'une boîte de prod, de gens qui gèrent vraiment leur gars, le budget, que les conditions de travail elles soient respectées. Et en plus, derrière, tu es encore mieux accompagné sur la créa. Tout roule en fait, juste. Donc là, je considère que j'en ai réalisé que 2. Et du coup, voilà, 2, c'est vraiment pas beaucoup. Donc oui, j'ai l'impression de me renouveler. Et j'ai même l'impression d'avoir déjà un style hyper précis qu'il faudrait que j'élargisse un peu plus. Ok. Parce que là, je sens que c'est là où je voulais en venir. Ouais. Est-ce que tu arrives à développer un peu ta patte, ton image un peu spécifique dans tes réals je m'en rendais pas compte au début, mais ouais, je crois que de plus en plus, mais je suis grave en exploration. Là, mon prochain clip, j'aimerais le tourner en pellicule. En fait, moi, je le vois un peu comme un jeu, la réal, et c'est peut-être un peu... C'est clairement ça. Au final, j'ai l'impression de pas le voir comme une profession, mais plus comme un terrain de jeu, un terrain d'exploration où chaque réalisation de clip que j'ai pu faire, c'était... je me mettais un défi personnel de soit faire des jeux de lumière, soit faire de la déco, soit faire du stylisme. Là, le prochain, comme j'ai dit, j'aimerais que mon prochain défi, ce soit faire mon premier tournage à la pellicule. Je rêverais de faire de la réal de pellicule, de film à pellicule. Donc voilà, je le vois un peu comme ça. Donc pour l'instant, oui, j'arrive à me renouveler, mais aussi parce que, comme je te disais tout à l'heure, moi, j'arrive pas à assumer le fait que je suis réal, j'ai même du mal à le dire. Donc je fais très peu de projets par an, parce que j'attends que ça me tombe dessus. Donc ma créativité, pour le coup, je la protège, peut-être même trop. Donc oui, j'arrive à me renouveler, mais peut-être qu'il faudrait parfois que je sorte un peu de ma zone de confort, mais pour l'instant, ça va là-dessus. Mais c'est un vrai sujet, hein. Je sais qu'il y a plein de réals qui se sentent tout de suite dépassés, soit parce que ils en ont marre de faire des compromis. Le sujet dont j'ai parlé tout à l'heure, où moi je suis maintenant grave détachée. Alors franchement, il y a plein de réals qui sont pas du tout comme ça. Hein. C'est très très dur mentalement, ça touche vachement l'ego. Et t'en as d'autres, voilà, qui pareil, ils ont l'impression de pas se renouveler, de faire tout le temps les mêmes choses. Et t'as le troisième cas, je dirais, c'est les réals. J'en rencontre beaucoup qui sont comme ça, qui font en fait du clip par dépit. Ils veulent faire du cinéma. D'accord, ouais. Sauf que ça n'a rien à voir en vrai. Après, je dis ça quand tu vois des clips comme des films comme L'amour ouf qui sont très clipesques. Enfin, si, forcément, tu peux partir dans le cinéma derrière. Ou même inversement, beaucoup de clips qui sont très cinéma aussi. Oui, Donc exactement. j'imagine qu'il y a Mais beaucoup de réals qui donnent leur amour du cinéma oui, dans les clips, etc. Oui, il y a des réals qui font des espèces de mini courts-métrages avec le clip, et ça, c'est hyper important. Mais c'est plus dans le sens où il faut faire les choses avec passion, parce que si tu fais les choses par dépit en attendant de faire du ciné, c'est pas comme ça que le ciné va t'ouvrir ses portes. Donc, ouais, vraiment, il y a plein de typologies de réals différents, plein de typologies de mentales différentes. En fait, c'est ça qui est cool, c'est que là, tu vois, je te parlais de moi, ma mentale en tant que réal, mais avec mon taf de prod et d'as réal, je rencontre plein de gars
et de meufs Du milieu. qui ont d'autres mentales, d'autres Ouais. façons de voir les choses, d'autres façons de voir le milieu. Et ouais, après, on évolue aussi dans le temps. Et bah, du coup, pour rebondir sur ça, étant donné que tu rencontres pas mal de gens du milieu, que tu as l'air d'avoir une vision quand même assez. Enfin, tu as l'air de voir pas mal de choses en rapport avec la réal des clips, etc. Mm. Tu as l'air d'avoir une vision assez large de ça. Qu'est-ce que tu penses de la créativité dans les clips ces derniers temps? Parce que personnellement, je trouve qu'aujourd'hui, même s'il y a de plus en plus de clips travaillés, je trouve que les artistes mettent un peu moins l'accent sur les clips. J'aurais un peu de mal à sortir des clips qui m'ont vraiment marqué ces derniers mois, ces dernières années. Est-ce que tu sens qu'il y a un peu un essoufflement à ce niveau-là, ou il y a encore énormément de clips qui t'ont marqué dans leur réal ou dans l'esthétique de Moi, ces derniers temps? en vrai, je suis vraiment une passionnée. Donc, non, moi, il y a encore plein de clips qui me foutent des claques. J'ai encore plein de clips. Puis, en fait, même moi, un truc qui me saoule, c'est un peu la course à mettre des claques, justement. J'ai envie de te dire que moi, un clip comme Merci de Wallace Cleaver, qui est juste un espèce de court-métrage, on en parlait tout à l'heure, bah, ça me met autant une claque qu'un clip qui est full VFX, comme le clip de Uzi, là, qui avait fait beaucoup parler de lui. Ouais, par exemple. Ben, c'est même moins ma cam, Je alors comprends, ouais, alors que c'est tout aussi. je suis assez d'accord. Mais en fait, juste, il y a un peu une course à qui aura l'idée la plus originale, Toujours faire plus. toujours faire plus, et je trouve qu'on perd carrément le sens de de quoi parle le son, quelle émotion veut transmettre l'artiste. Mais bon, il faut aussi que chacun s'y retrouve, et le clip, c'est pas du tout un business plan cool. Donc en vrai, je comprends aussi que les réals aient pas envie de faire des réalisations purement que pour l'artiste, ils ont envie de placer leurs billes, faire des trucs stylés pour eux-mêmes, pour derrière se faire un nom. C'est vrai que en tout cas, c'est vraiment le ressenti que j'ai sur les réalisations de clips. Mais non, on se prend encore grave des claques. C'est juste qu'on se fait inonder sur les réseaux. Il y a trop d'infos. Les gens cliquent plus trop sur les liens YouTube. Même moi, hein, je me surprends à faire ça, et j'ai même un peu honte. Mais tu vois, tu t'en parlais tout à l'heure. Tu m'as demandé si tu avais l'impression que les clips, ça s'essoufflait. Factuellement, en parlant avec des artistes plus ou moins connus, même eux le disent, en fait, ça n'a presque plus de sens de faire du clip. Ouais. Et même les chefs de projet, j'ai rencontré plusieurs chefs de projet de label qui assument, qui vont plus commencer à plus faire de clips. Et là, je parle de chefs de projet, je peux pas dire les noms, mais d'artistes vraiment connus qui ont du fric. Genre vraiment, ils ont du fric. Mais juste, c'est même pas une question de fric là, c'est vraiment une question de. En fait, ça sert à ça rien. n'apporte plus rien, quoi. Ou alors un gros clip, Ouais, et derrière c'est des ce que j'allais dire. visualiseurs Insta. Parce que c'est vrai que maintenant, on remarque que même chez des gros artistes, je sais pas, dans le top 10, top 20 des gros artistes rap français, on remarque que même dans ceux qui faisaient énormément de clips avant, on pouvait avoir un projet qui sortait, on avait 3-4 clips. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est souvent limité à un. Bon, ils nous font des gros clips qui sont souvent magnifiques, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils cherchent plus à en sortir qu'un qui sera vraiment impactant, plutôt qu'à en sortir plusieurs qui vont pas permettre de rapporter plus d'audience ou quoi que ce soit, quoi. Ouais, mais d'ailleurs, je vais sortir un exemple, mais bon, j'espère que c'est pas maladroit que je cite ma conversation avec lui, mais par exemple, j'ai rencontré Sean récemment. Ouais, artiste qui fait vraiment des clips vraiment très sympas. Il fait des clips, mais incroyables. Et tu vois, lui, pour le coup, il en fait en quantité, mais à chaque fois, ils sont très quali. Ouais. Et du coup, je l'ai rencontré il y a pas longtemps à un studio d'un poteau qui a son studio de musique. Et en vrai, ça m'a presque brisé le cœur, parce que moi, personnellement, je n'écoute pas forcément ses sons, je suis pas spécialement fan de lui, mais j'adore sa DA, et j'admire ce parcours d'un artiste qui fait autant de clips. Et en fait, on en a parlé forcément. Et lui, là, ça y est, là, lui, il a le déclic il veut plus trop faire de clips. Hein. Il va en faire beaucoup moins. Dingue. Il veut par contre faire des beaux visualiseurs. C'est dommage. Et tu vois, mais en fait, venant de lui, ça m'a vraiment fait du mal à mon métier, parce que je me suis dit, ah ouais, si même un mec comme Sean, qui est passionné, qui adore faire du clip, bah même lui, il en a ras le cul parce qu'il trouve pas son compte. Je me dis, ah ouais, on n'est pas sorti de l'auberge, en fait. Ah, c'est vraiment dommage, parce que pour citer cet artiste-là, moi j'ai vraiment trouvé que sur son dernier album, toute l'identité visuelle, que ce soit dans les visualiseurs, les photos, la pochette et les clips, il y avait vraiment un univers. Et voilà, par exemple, que j'ai pas pensé à citer, mais pour moi, ça c'est un artiste qui a vraiment une vraie imagerie visuelle intéressante. Ah ouais. Et je sais même pas s'il en a conscience. Enfin, j'espère quand même, parce que en tout cas, ouais, dommage. Mais bon, après, il y aura toujours des passionnés pour faire des clips. Il y aura toujours des labels qui auront des stratégies. Il faut au moins un gros clip. Mais ouais, je pense qu'il y aura quand même de moins en moins de clips.
Et pour rester un peu dans ce sujet-là, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais j'ai dit un peu tout à l'heure que je trouvais que les clips s'essoufflaient, Ouais. mais d'un autre côté, je trouve que c'est pas vraiment le cas parce que aujourd'hui, avec Instagram, il y a tellement de jeunes artistes qui se lancent. Je scrolle pendant 5 minutes sur Insta, je tombe sur 5 ou 6 teasers de clips des jeunes artistes. Donc en fait, j'ai surtout l'impression que ça touche les gros artistes. Et aussi sur les petits artistes, je trouve qu'aujourd'hui, il y a tellement de petits artistes qui ont des clips dingues, Ouais. avec des effets 3D, des fonds verts incroyables, que limite, bah, ça devient presque banal, quoi. Et Ouais, c'est je vrai. pense que ça joue aussi sur le fait que on arrive moins à retenir des clips marquants. Je sais pas ce que tu penses de ça. Non, c'est clair. Mais en fait, c'est parce qu'on parle beaucoup de la duplication du nombre d'artistes, tu vois. Enfin, maintenant, tout le monde va être artiste, à 36 000 artistes. Mais moi, j'ai envie de dire que dans la même veine, tu as le nombre de artistes et techniciens. Il y en a aussi beaucoup plus. Ouais. Et en fait, tu te retrouves avec des petits rappeurs qui du coup, ont 16, 17 ans. Mais en fait, ces petits rappeurs, ils sont accompagnés de jeunes réals et de jeunes 3D artistes qui ont le même âge et qui sont hyper déter de faire des trucs gratuits parce qu'ils se lancent tous. Ouais. Donc du coup, en fait, c'est clair qu'à partir du moment que tout est gratuit, bah, en fait, t'as plus de limite dans ta créativité. Mais bon, je pense que... Bon, voilà, j'ai 26 ans, je suis arrivée à un step où c'est bon, j'ai charbonné les clips gratos et bénévoles. Ouais, normal, là, bien sûr, au bout d'un moment. là maintenant, j'arrête d'en faire. Le seul tournage bénévole que je vais faire, continuer à faire cette année, ce sont des courts-métrages. Parce que maintenant, je veux commencer à taffer dans le ciné. Incroyable. J'ai envie de faire du long-métrage, j'ai envie de faire du court-métrage, j'ai envie de step up et faire des trucs quali sur le long terme. Mais pourquoi? Et tu vois, là, je suis en train de te dire que je vais faire ça bénévolement, mais en fait, c'est parce que tu y trouves ton compte à taffer un peu bénévolement à court Ça terme va t'apporter des choses pour aussi. le long terme. Mais ouais, en tout cas, le clip, c'est quand même très énergivore. Donc faire ça bénévolement tout le temps, Je voilà. comprends. Là, je voulais revenir un peu en arrière sur la partie précédente. Ouais. Et je voulais te proposer de parler d'un projet, d'un clip vraiment qui te tient à cœur et qui a été marquant pour toi. Peut-être nous raconter un peu en détail si tu as des trucs à faire passer quoi, par rapport à ça. Ouais, bah alors là, pour le coup, il date de fou, mais tu vois, c'est marrant parce que j'aurais pas su répondre, mais instinctivement, j'ai pensé à ce clip, donc je pense que ça en dit long. Il date d'il y a 1 an et demi. En fait, j'ai été as-réal sur les visualiseurs de Slimka, Ok. autour de son album... Merde, c'est Grand Mystico, son album? En tout cas, c'est le nom d'un de ses Je crois sons. que c'est je sais pas si c'est le nom de Et du l'album. coup, mais c'était ouais. un copain réal, Mario, qui m'avait mis sur le projet en tant qu'as-réal. C'était des visualiseurs, mais vraiment pas Reels, hein. C'était vraiment pour YouTube. Donc 16:9, des beaux visualiseurs. On en avait fait 3-4. Et en fait, à côté de ça, je me suis grave bien entendue avec la dire de prod. Et elle m'a fait comprendre que aussi sur le clip Grand Mystico, réalisé par un autre réal, Jordan Cardoso, qui est trop fort, elle cherchait une prod en renfort. D'accord. Donc du coup, c'était assez particulier. C'était un tournage où le même jour, on tournait les visualiseurs et le clip avec 2 équipes. Ah ouais, Et incroyable. du coup, moi, j'ai cumulé 2 postes. Et donc parce tu que... switchais un peu de chaque côté. Bah alors non, j'étais focus vraiment sur les visualiseurs en tant qu'as-réal, parce qu'en fait, as-réal, pour rappel, c'est t'es présent sur le tournage, t'es le bras droit du réal. Ouais. Par contre, prod, c'est beaucoup de travail en amont. Et du coup, en fait, la prod de Grand Mystico, je l'ai vachement aidé en amont. Mhm. Le clip, pour le coup, le gros clip Grand Mystico, il était sur 2 jours, donc j'ai fait la première journée avec le réal. Mais la deuxième journée, où il y avait les visualiseurs, j'étais focus avec Mario sur les visualiseurs. Mais en fait, c'est un clip qui m'a beaucoup marqué, parce que du coup, c'était hyper particulier de tourner... Une sur- image assez particulière en plus. Ouais, alors la DA, assez particulière. Ouais. incroyable. On avait... Putain, à chaque fois, j'oublie son nom. Ça doit être incroyable de bosser sur des clips comme ça, parce que tu vois, moi personnellement, aujourd'hui, je bosse surtout sur des projets perso avec des artistes autour de moi. Et on n'est pas encore, on n'a pas encore la possibilité de voir aussi loin dans les idées, etc., d'être aussi poussé. Donc franchement, ça doit vraiment être super cool de pouvoir Ouais. bosser sur ce genre de projet, quoi. Bah, en fait, ce qui est particulier, du coup, pour remettre encore dans le contexte, c'est que du coup, il y avait 2 jours de tournage pour le clip, et sur la deuxième journée de tournage du clip, on avait 3 visualiseurs à tourner en mode plan séquence. Et en fait, toute la DA, du coup, elle est de Jordan Cardoso. Et c'était une DA qu'il a développée avec Slimka, donc sur le Freak Show, et inspiré vachement de Michel Gondry. Je sais pas si tu vois, c'est un réal français de ciné, vraiment ciné pur, qui a des DA vachement un peu décalés. Mhm. Donc du coup, oui, c'était... En fait, ce clip, il m'a marqué parce que... Ce tournage m'a marqué parce que, déjà, il y avait plusieurs clips en un. Il fallait que je travaille avec 2 réals différents. J'étais à la fois prod et as-réal. Et en plus de ça, c'était un gros budget. C'était vraiment un gros budget, donc c'était une putain d'expérience. Et
En plus, ce tournage, il est intervenu juste après que j'ai quitté mes agences dans lesquelles je me sentais pas bien. Et du coup, c'est un des premiers tournages où je me suis dit, putain, mais Anna, tu devrais te lancer en freelance. Et après, j'ai mis 1 an à vraiment le faire, mais là, cette année, l'année 2024, j'ai été pendant 1 an en freelance et je pense que mine de rien, Slimka, ça a été une petite graine de c'est énervé de faire des clips, de faire ça en freelance. Ça me change de la pub. Et en plus de ça, config, comme tu disais, hyper créative, hyper particulière. Super. Ouais, pour le coup, c'était une grosse équipe. Hein. Bah, du coup, encore une fois, là, tu m'as fait une bonne transition pour la suite parce que justement, je voulais un peu parler du côté plus business et du travail, entre guillemets, purement. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de passer plutôt en freelance? C'est quoi les avantages? C'est quoi les inconvénients? Bonne question. En vrai, bonne question parce que je me pose encore la question aujourd'hui de est-ce que je est-ce que je retournerai pas en agence parce que en fait freelance c'est trop bien parce que du coup je fais ce que je veux. Je peux et en plus vu que c'est particulier que je fais 4 métiers différents. En freelance, c'est parfait, je peux vraiment tous les faire. Tu peux être positionné sur plusieurs projets, plusieurs postes. Là, mon mois de novembre et de décembre, j'ai pu vraiment avoir des tournages en tant qu'as-réal, de la pré-production pour un tournage en février que j'ai en tant que dire de prod, réaliser le clip de Rodéo de Jade et faire plusieurs covers d'artistes. Donc j'ai vraiment pu avoir un rythme de vie qui représente vraiment tous les métiers que j'aime faire. C'est incroyable. Mais d'un autre côté, j'aimerais bien pourquoi pas renchérir sur une autre agence parce que j'ai envie de faire plus de clips à gros budget comme ça a pu l'être avec Slimka par exemple parce qu'en vrai des clips comme ça à plus de 50K faut être en agence pour les faire et sinon c'est rare donc j'avoue ça me manque des gros budgets et parce que c'est des bons cas pratiques en fait t'apprends plein de choses puis qui dit gros budget dit beaucoup de techniciens sur le tournage donc c'est hyper enrichissant tu vois plein de métiers différents donc ouais, ça me manque un peu et je me dis qu'en agence, je pourrais retrouver ça. Par contre, l'inconvénient, ça voudra dire que là, c'est bon, j'ai 26 ans, je vais plus faire 80 heures par semaine comme je faisais quand j'étais post-études, pardon, pendant 2 ans. Là, je me vois pas, même tous les soirs et tous les week-ends, continuer à faire de la photo et de la réal et d'autres tournages en freelance. Ouais, tout enchaîner. Et ça voudrait dire aussi... dire adieu à tout un réseau que j'ai mis du temps à bâtir. Donc, en fait, c'est un peu bizarre, mais là, syndrome FOMO, hein, je sais pas quoi faire. Donc, je me laisse porter pour l'instant, je suis dans le déni. Ok. Du coup, justement, tu nous parlais de réseau, et je voulais te demander un peu, du coup, quand tu es passé en freelance, on sait que en freelance, tu dois démarcher toi-même tes clients, trouver ton taf par toi-même. Comment tu t'y prends, toi, pour trouver justement du taf en tant que freelance? Est-ce que ça passe principalement par des gens que tu as rencontrés dans tes boîtes de prod précédentes? Est-ce que tu démarches aussi toi-même sur des plateformes, sur Insta, je sais pas, ou autre? Alors, je démarche très peu, mais ça, c'est un truc que j'ai envie de changer parce que c'est hyper important. Enfin, les premiers tournages que j'ai pu faire, en plus, je démarchais. À l'ancienne, je sais ce que je faisais et ça marche de ouf. En fait, on est hyper pudique, mais franchement, il n'y a rien de mieux que d'envoyer un MP au culot. Au pire c'est quoi? Juste le mec te fout un vent. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, je faisais ça, j'envoyais des MP à des réals avec qui j'avais envie de bosser. Là, ça fait 1 an et demi que je le fais plus du tout, que j'ai plus besoin parce que les missions viennent à moi toute seule. Donc, c'est une chance de fou. Mais là, 2025, je me suis dit, vas-y, il y a plein de réals avec qui j'ai envie de bosser, plein de boîtes de prod que j'aimerais contacter et je me branle, je prends pas le temps, je reporte ça à demain. Mais là, en janvier, c'est un de mes défis de faire ça, c'est de me faire un portfolio, de relancer les gens. Ce qui est plutôt technique, c'est, vu que je fais plusieurs métiers, c'est contacter des personnes en me positionnant. J'aime pas ça parce que je fais plusieurs métiers et j'ai pas à choisir. Mais c'est clair que si je contacte un client ou une boîte de prod ou un réal, il faut que je me positionne soit en tant que réal, soit en tant que prod, soit en tant que photographe ou autre. Donc j'ai vraiment un tri à faire là-dessus. Okay. Mais voilà. Et est-ce que tu sens que ton compte Instagram qui commence un petit peu à fonctionner et où tu es de plus en plus active, ça t'aide? Est-ce que ça a un impact sur ton taf, sur les gens que tu rencontres, etc.? Alors, ouais, en fait, mon compte Instagram, c'est particulier. Le contexte, c'est qu'il y a... Ouais, je crois que c'était il y a un peu plus d'1 an, à peine. J'ai fait un Reels où juste je me présentais. Et en fait, ce Reels, il a pété, il a fait 100 000 vues et il m'a rapporté genre plus de 2000 abonnés, tu vois. Ouais, incroyable. Ce qui est colossal. J'étais tombé dessus aussi, ouais. Et ouais, mais en fait, c'est trop bien. Mais en fait, j'ai vraiment eu ce truc, genre vraiment no joke, de gens qui m'ont plus parlé comme avant, tu vois. Enfin,
Vraiment, non, mais en fait, vraiment, il y avait des gens qui ont eu des postures. Enfin, je m'exprime super mal, mais disons que ce Reels, il m'a vraiment apporté une crédibilité, mais que je trouve hyper hypocrite pour te D'accord. dire à quel point, avec le jeu des réseaux sociaux, Ouais. les followers, pour les gens, ça fait tout. Mhm. Et clairement, ça m'a apporté, derrière, ça m'a apporté des clients, des gens ont entendu parler de moi, mais ça m'a apporté vraiment une crédibilité sur mon taf de photographe, alors que mes photos n'avaient pas changé, hein, c'était Ouais, toujours c'était la les... même chose qu'avant. C'était vraiment toujours En les fait, mêmes, et là, j'avais l'impression d'être une star. T'as pris un peu d'abonnés et du coup, directement, ton travail ouais. était reconnu. Ah ouais, alors j'ai qu'avant, des c'était potos pas qui m'ont pareil, dit, des potos chefs de projet qui m'ont dit, mais Anna, maintenant, quadruple tes prix. J'étais en mode, bah oui, mais non, mais oui, mais tu vois, j'étais en mode, ok, bon. Non, mais après, c'est le jeu, hein, et c'est trop bien, et c'est une chance. Et en vrai, j'aurais dû. Parce qu'en fait, moi, ça m'a un peu tétanisé de voir ça. Et du coup, j'ai arrêté de faire des reels. Ça Enfin, en fait, arrive en un- vrai, j'en ai fait qu'un, il a marché de Ouais, ouf. Et c'est arrivé un peu trop d'un coup, c'est ça, en gros, que tu veux ouais, dire, ouais. c'est arrivé un peu trop d'un coup et j'ai pas été assez maligne, j'ai pas surfé sur ça, j'aurais dû faire plus de reels et là faut que je me déterre à en faire maintenant. Mais je pense que j'ai un peu passé la vague et en fait je me dis non, ce qui est intelligent c'est de continuer à en faire. De toute façon C'est c'est le clair, jeu ouais. des réseaux, mais d'un autre côté je crois que ce jeu-là il me plaît pas tant. Et là je me dis c'est bon, j'ai entre guillemets un nombre d'abonnés suffisant pour être un minimum crédible, qu'on arrête de me prendre pour une cruche. Donc en vrai là je suis plutôt à un stade où mon compte Insta je suis très bien avec ce que je fais, je suis très bien avec mon nombre d'abonnés. Je cherche pas forcément à le faire grossir, mais c'est clair qu'il faut que je fasse plus de contenu pour moi en tout cas. Mais ouais, c'est fou comment une vidéo peut tout changer, hein. Ouais. J'imagine que toi, c'était pas du tout calculé, c'était un truc spontané que t'as fait juste Ah ouais, non, pas comme du ça. tout. Non, de base, je voulais juste faire une vidéo pour avoir sur mon... Parce qu'en fait, c'était qu'il y a 1 an et demi, j'avais déjà cette problématique de je fais trop de métiers, je sais pas l'expliquer, les gens comprennent pas. Donc je me suis dit, j'ai envie de faire une vidéo où les gens comprennent mon parcours, que j'ai fait Sciences Po, que je suis formée à la prod et que j'ai toujours été photographe et que voilà, maintenant je développe aussi la créativité, que je fais tout ça à la fois et que j'ai pas à choisir. En gros, grosso modo, cette vidéo, je l'ai appelée Curriculum Vitae parce que c'est vraiment ça, c'est mon CV Ouais, finalement. tu te présentes et tu me parles de tes projets. C'est ça. Et de base, je etc. l'ai vraiment faite en me disant, bon, elle va sûrement flopper, elle est hyper narcissique cette vidéo, mais bon, au moins je l'épingle, elle est sur mon profil et les gens me posent plus de questions. Et non, en fait, finalement, j'ai bien fait de le faire. Et en vrai, je conseillerais à tout le monde de le faire, hein, franchement. Si après, on arrête de vous prendre pour des cons et on vous prend enfin pour ce Un que peu vous plus au êtes sérieux. vraiment, tant mieux, hein. Mais du coup, toi, tu nous disais que le jeu des réseaux, ça te plaisait pas trop. Ouais, ouais. Est-ce que tu as envie que ce soit juste une vitrine pour tes autres projets et, entre guillemets, parler de ce que tu fais à côté? Ou est-ce que tu as aussi envie que ça devienne une activité à part entière? Je sais pas, par exemple, bon, ça te ferait rajouter encore un métier à ton Influenceuse. arc. Mais ouais, influenceuse, entre guillemets. Ouais. Non, mais je veux dire, peut-être plus rajouter ça comme activité aussi importante dans ton quotidien, quoi. Comme tu disais, tu as envie d'en faire plus, peut-être de continuer ça. Ça peut aussi t'apporter plein de choses, que ce soit de la visibilité, des nouveaux projets, même des ça revenus, aussi, entre guillemets. En vrai, ça aussi, j'ai mis du temps à le capter, mais du coup, quand mon Reels il a pété, je me suis dit, vas-y Anna, faut que tu en fasses plus et tout. Je me suis un peu forcée. Et en fait, là, du coup, comme je t'ai dit, ça fait 1 an que je suis en freelance. Et en fait, en 1 an, j'en ai pas refait un seul. Ok. Alors que j'avais du temps et Ouais. que je touchais le chômage à un moment, tu vois, genre j'avais le temps de le faire. Et en fait, j'ai enfin capté que si je l'ai pas fait, c'est que ça me ressemble pas et que je pense pas le faire. Peut-être qu'il faudrait que je trouve une typologie de contenu qui me ressemble et qui me correspond. Mais en fait, j'y arrive pas trop. Par contre, un truc qui est important avec les réseaux sociaux aujourd'hui, toujours dans cette ère digitale de se montrer, un truc qui a fait que ma vidéo qui a marché, c'est que je me montrais. Et en fait, on en a beaucoup parlé avec des potos créatifs, c'est que maintenant, sur les réseaux sociaux, t'es une marque. Ouais, t'as une image. Il faut te montrer, il faut faut montrer ta gueule. C'est hyper important. Et ça, du coup, j'essaie déjà de le faire un peu plus. Mais déjà, ça, pour moi, c'est un gros step. Ouais, je comprends. Sinon, Ouais, bah, je préfère être juste poster mes photos et mon travail, pas poster des selfies de moi, quoi. Mais faut quand même trouver un entre-deux parce que le contact humain aussi, il est important. Ouais. Ouais, je pense que bah, tous les gens qui se lancent un peu sur les réseaux, dans ce genre de projet, ils Mais ouais. vivent un peu ce Mais truc-là, quoi. J'ai même une pote, elle fait du tricot, elle est obligée de montrer sa gueule, tu vois. Enfin, c'est même pas que dans l'artistique ou dans l'audiovisuel. Ouais, c'est les réseaux de manière générale, quoi. C'est à partir du moment que tu es auto-entrepreneur que ton... En fait, c'est à partir du moment que ton Instagram, qui est une vitrine, c'est une vitrine pour tout le monde, ça représente un peu ton auto-entreprise et ton taf, ton business ou ta passion. Bah, en fait, montrer ta tête, c'est hyper important. Mais en fait, je dis ça, mais moi, je suis la première quand je scrolle et que je tombe sur des profils de gens... quand ils montent leur tête, tout de suite, moi je kiffe. Genre, tu vois un peu leur aura, tu vois à quel point Ouais, ils sont tu te sens- sympathiques ou pas.
Tu te sens plus concerné, enfin, Ouais, plus proche. tu te sens plus proche, il y a plus de proximité qui se crée, quoi, Ouais, c'est clair. ça fait plus d'engagement sur les réseaux, en fait. C'est clair. Je pense que les gens, entre guillemets, n'ont pas conscience peut-être de tout ce qu'il y a derrière un clip qu'ils peuvent voir comme ça sur YouTube qui dure 3 minutes. Ouais. Que ce soit tous les gens qui peuvent bosser dessus, les budgets, ou tout le taf qu'il y a en amont aussi. Donc Oui, je trouve de que ouf. c'est super cool que tu puisses nous parler un peu de ça. De ouf, de ouf. Bah, tu vois, si je faisais des contenus sur les réseaux sociaux, vu ce qu'on parlait de ce dont on parlait avant pour rebondir, moi, c'est des trucs comme ça que j'aimerais trop faire. À la limite, c'est plus parler des métiers. Des coulisses, ouais. Bah, Ouais. franchement, je trouve que ce serait super intéressant parce que... Non, mais les gens se rendent pas compte que pour moi, un clip fini, c'est autant le bébé du réal que du chef-op, que du prod. Parce que pareil, le chef-op, c'est ses images, hein, c'est vraiment sa photo. Et le prod, c'est lui qui a perdu littéralement 2 ans d'espérance de vie pour le clip. Donc pour moi, c'est vraiment le bébé de ces 3 métiers, même si c'est le bébé de toute une équipe, tu vois. Mais par rapport à ces métiers-là, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais moi, du coup, j'ai créé un festival sur les métiers de la musique et l'audiovisuel qui s'appelle les Lyon Festival. Bon, pour le coup, Ok. c'est assez particulier, c'est qu'on met en avant que des femmes, mais c'est un festival mixte. Et pour le coup, c'est vrai que cette frustration de vouloir parler des métiers, de la richesse des métiers dans le secteur de la musique et l'audiovisuel, je le fais vachement à travers cet assaut. Et donc, c'est un festival où vous organisez des concerts et en fait, tous les techniciens, tous les artistes, tous les gens qui c'est quoi exactement C'est en fait, un ce projet festival d'une journée. On a fait la première édition là en septembre dernier, où en fait, tu as des projections de clips, donc de réalisatrices ou de chefs opératrices. Exposition donc de plein de métiers. Il peut y avoir des stylistes, des 3D artistes, des photographes, donc côté expo. Tu as le côté conférence, où du coup, nous, cette année, là, on avait Yvine Ruot, qui est la fondatrice de la 75e session. On avait les 2 fondatrices de Matières Premières, c'est un studio de prod dont j'ai parlé tout à l'heure. Ou encore, on a eu Lucie Moret, qui est set designeuse, donc chef déco, elle a pu parler du métier de chef déco, mais elle est aussi réalisatrice. Et Pauline Regnault, qui est chef de projet dans la musique. Et à côté de ça, il y a des concerts. Et enfin, la 5e activité, c'est marché des créatrices. Mettre en avant des meufs qui font de la sape ou des bijoux et tout. Ça, c'est un festival annuel. On a fait donc, la première édition en septembre. Et le but autour de ce festival, c'était, au-delà de montrer des femmes, c'était vraiment de montrer plein de métiers différents dans ces secteurs-là. Non, mais c'est super parce que du coup, ouais, vous me montrez en avant des métiers qui sont quand même assez inconnus du grand public. Ouais. Et en plus, ouais, il y a le côté mettre en avant les femmes qui sont assez invisibilisées dans ce milieu quand même. Donc franchement, c'est vraiment super, c'est vraiment incroyable. Bah écoute, je pense qu'on va pouvoir passer à la conclusion. Donc je pense pour commencer cette conclusion, j'aimerais bien qu'on parle un peu peut-être de tes projets à venir. C'est quoi un peu tes ambitions pour cette année? Tu nous disais commencer à peut-être redémarcher des gens, se lancer un peu sur les réseaux, tout ça. Je pense, comme je t'ai dit tout à l'heure, faire plus de ciné. Ok. Donc, ouais, tu voulais te lancer un peu dans le court-métrage aussi. Ouais, en fait, je me suis surprise en 2024 pour la première fois, alors que pendant longtemps, je disais que je voulais travailler que dans le clip, à rêver de faire des longs métrages, tu vois, à sortir du conte de Monte Cristo et me dire putain, mais qu'est-ce que j'aurais kiffé faire partir de cette aventure. Parce qu'en fait, des tournages en plus de longs métrages, ça dure plusieurs mois et t'es avec les mêmes personnes. Enfin, vraiment, je pense que c'est hyper, même humainement, c'est hyper enrichissant. Donc, j'aimerais faire beaucoup plus de ciné. Et après, dans la musique, continuer à rencontrer des nouveaux réals, taffer avec d'autres réals. Et pour moi, en tant que réalisatrice, ça, comme toujours le même mindset qu'en 2024, si ça me tombe dessus, tant mieux. Sinon, je vais pas aller chercher des clients pour être réal. C'est pas un truc que j'ai envie de forcer. Par contre, la photo, ça aussi, j'ai grave envie de le développer, faire plus de covers, plus de shooting. Enfin, voilà. Mais ouais, contacter les gens, en vrai, c'est dur, hein, ça. C'est trop le truc que tu mets au lendemain, ou quand t'es pudique ou t'es timide, t'as pas envie de le faire, mais ça coûte vraiment rien et les gens, ils ont besoin de se rappeler que t'existes et c'est tout. Ok, écoute, je te souhaite plein de bonnes choses pour cette année. Je voulais aussi te demander, est-ce que tu aurais des conseils peut-être pour des jeunes qui veulent se lancer dans le domaine de l'audiovisuel, ou peut-être des gens qui sont déjà un peu dans ce domaine, mais tu sais, en amateur, et qui chercheraient peut-être à se professionnaliser. Comment on peut peut-être commencer qui chercherait à se professionnaliser et qui chercherait par exemple à rentrer dans des boîtes de prod, parce que je trouve que c'est des choses qui sont quand même assez secrètes, pas secrètes, mais c'est assez dur de postuler, c'est assez dur de trouver des contacts, etc. Est-ce que tu aurais des conseils pour des gens qui chercheraient ce genre de conseils? Ouais, en vrai, ça dépend quel métier ces personnes ont envie de faire.
Mais Ouais, c'est assez large, c'est vrai que c'est très Ouais, large. mais je pense que déjà, le premier truc que je vais redire, je l'ai dit juste avant, c'est vraiment contacter les gens au culot sur les réseaux. Enfin, il n'y a vraiment pas de honte à avoir. Moi, je me suis fait plein de contacts grâce à ça. Il y a plein de trucs incroyables qui me sont arrivés en 2024 grâce à ça. Enfin, plutôt en 2023. Parce que j'ai arrêté de le faire et je regrette carrément. Il faut que je le fasse plus. Deuxième truc, je dirais que j'ai rencontré beaucoup de jeunes réals ou de jeunes techniciens qui s'intéressent pas assez au métier des autres. Et ça, je trouve ça super important. Ou même, tu vois, des étudiants qui veulent taffer dans l'audiovisuel derrière, mais qui veulent être directement réal, alors qu'ils pourraient prendre un stage en Asprod dans une boîte. Ouais, clairement, tu vas être Asprod, tu vas être l'esclave de la boîte de prod, mais tu vas apprendre tellement à te former en tant qu'Asprod pendant 6 mois. Et je pense, du coup, s'intéresser au métier des autres. Et troisième truc, je dirais se trouver un entourage de gens avec qui on se sent bien. Mais bon, même ça, j'ai pas forcément réussi à le faire. En 2024, j'ai eu beaucoup de déceptions amicales et professionnelles. Mais ça, je pense que c'est vraiment le chemin de la vie, finalement, trouver les gens avec qui on se sent bien. Voilà. Ok, bah merci beaucoup. Alors, Alors le Dalai Lama. j'ai une dernière petite question pour terminer. Je voulais savoir, il vient d'où le nom de ton compte Instagram, Billets pour deux? Ouais, bah c'est hyper hors sujet pour le coup, mais ça n'a rien à voir avec l'audiovisuel. C'est juste mon grand-père polonais qui était cheminot. Et j'avais envie de... Parce qu'à l'époque, c'était juste un compte Instagram de photos argentiques de voyage. Ouais, donc en fait, il y avait c'était cette relié envie un peu au voyage, il y avait cette envie de retranscrire le sens du voyage et le fait de faire voyager les gens qui me suivaient. Et du coup, une référence à mon grand-père qui était cheminot. Donc un billet pour deux, c'est billet pour deux, c'est un billet de train, quoi, en fait, dans ma tête. Non, bah, vraiment ça. Franchement, c'est cool, c'est assez original. Et en plus, t'as le petit storytelling qui va avec. Donc, ouais. Mais j'hésite à l'enlever parce que je me dis ça fait trop poétique. À l'époque, quand je faisais que de l'argentique, c'était ok. Mais là, pour être plus professionnel, je devrais juste mettre mon prénom et mon nom, quoi. Ouais, tu peux garder les deux, de toute façon, je pense. Ouais. Je sais pas. Je me pose trop de questions. Ok. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir et c'était super intéressant de discuter avec toi. Ouais. Et voilà. J'aimerais bien faire un shout-out au nom du podcast, mais tu l'as pas encore. Je l'ai pas encore, ouais. Mais écoute, je sais pas si on gardera ce bout-là, mais voilà. En tout cas, il n'y a pas encore le nom. Voilà. Merci. C'était le premier épisode de Protocole. J'espère que ça vous a plu et que vous avez trouvé ça intéressant. Le deuxième épisode est déjà tourné, j'espère pouvoir le sortir rapidement. Et si vous aussi, vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé de venir participer à ce podcast, ou que vous-même vous avez un projet dont vous voulez parler, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je serai ravi de vous recevoir. Et voilà, à bientôt.